si ça va, là? Répondez pas tous à la fois. Ça va? Bon, alors après toutes les interventions brillantes de ce matin, je me dis, je vais radoter, je vais revenir sur des sujets qui ont déjà été... Mais j'ai préparé, je ne vais pas improviser. Hein. Donc c'est à propos de l'hypersensibilité, j'ai vraiment tout centré sur l'hypersensibilité. Et les gens qui viennent disent souvent, je ne suis pas doué, ça c'est sûr, mais je suis hypersensible. Donc ils viennent avec ce symptôme-là, je suis hypersensible, je souffre, tout m'écorche, mais je ne suis pas doué. Alors je rappelle qu'on ne peut pas savoir qu'on est doué, parce que l'exercice de l'intelligence paraît tellement facile qu'on pense n'avoir aucun mérite. La réussite, on a eu de la chance, mais il n'y a pas, ce n'est pas vraiment un don qu'on possède, ça se trouve comme ça, on réussit les choses. Mais c'est très très difficile de se penser surdoué, et même je pense que les gens les mènent ça, avec le test, il faut se souvenir quand on a passé le test, ah oui c'est vrai, mais c'est très très difficile de penser qu'on est un peu doué. Tandis que hypersensible, ça y va. On n'a pas du tout de réticence à admettre qu'on peut être hypersensible. Alors, si je fais un peu d'historique, je peux dire que les bébés eux-mêmes captent énormément. Et ceux qui sont branchés sur leur mère savent capter. Enfin, ils sont tous branchés sur leur mère. Quand ils sont à l'intérieur, déjà, ils ressentent tout ce qu'elle ressent. Parce que même si elle voit quelqu'un qui leur déplaît, après, quand ils sont nés, ils crient, ils pleurent quand cette personne vient. Alors que rien que le son de la voix, ça les fait pleurer. C'est assez étonnant. Il y a quand même un effet un peu pervers de cette hypersensibilité du bébé. C'est que si jamais sa mère a un problème à la naissance, qui n'est pas relié à la naissance, mais un deuil, un choc, un drame, le bébé pense tout de suite qu'il est là pour la consoler, pour la réparer, que c'est sa fonction, qu'il est venu au monde pour ça. Et ça peut, alors j'en parle parce que ça peut être une clé pour des gens qui ne font pas leur vie, qui au dernier moment refusent de s'engager complètement, des gens charmants, qui ont des histoires amoureuses très bien, mais ils n'arrivent pas à passer, à concrétiser réellement, à s'engager pour longtemps. C'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, il reste l'idée qu'il faut qu'ils soient toujours disponibles pour leur mère. Même si les choses ont changé, tout a changé, il faut qu'ils soient disponibles pour leur mère. Ils sont nés avec cette idée-là. Alors ça, je pense que beaucoup de bébés sont comme ça. Même, enfin, plus ou moins, mais les bébés doués, ça se voit dès la naissance, puisque les obstétriciens disent qu'ils ont un regard particulièrement intense, qui les gêne parfois. Ceux qui sont attentifs, les obstétriciens attentifs. Et là, c'est quand même une clé qu'on peut garder pour des gens qui ne s'engagent pas. Et ils sont nés avec l'idée qu'il fallait qu'ils soient toujours disponibles. Ensuite, cette sensibilité, ça donne des enfants extrêmement perspicaces, au point que les gens pensent que les parents s'étonnent parce qu'ils portent des jugements sur quelqu'un et les parents s'aperçoivent qu'ils ont raison, leurs gosses ont raison, et eux n'ont jamais vu ça sous cet angle-là. Les enfants sont perspicaces, pertinents, ils disent les choses comme ils les ressentent. Quand ils voient des gens qui leur plaisent pas, qui ont quelque chose de mauvais, ils se hérissent comme des chats. Et ça passe directement. Alors, ce que je dis, c'est valable pour tous les gens qui ont cette sensibilité. Simplement, c'est décuplé quand les gens sont doués. Mais ça existe pour les enfants. Alors après arrive ce qu'on peut appeler le politiquement correct, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas bien, méchant, enfin mauvais, nocif, on lui trouve des excuses. On dit il a une enfance très dure, il passe des choses très dures, ça n'a pas été bien pour lui, la vie n'a pas été facile, donc ça explique qu'il fasse des choses mauvaises, il soit nocif, parce que le pauvre, il a des raisons. Alors l'enfant ignore complètement ses raisons, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il ne les prend pas en compte. Donc, il perçoit les gens comme ils sont. Et ça, c'est une qualité qu'il faudrait entretenir. Parce que combien de fois les adultes disent « mais je regrette, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû écouter ce que j'entendais au fond de moi. Je n'ai pas voulu, je me suis raisonnée, j'ai dit il faut être raisonnable, il faut donner sa chance aux gens, une chance, deux chances, il faut leur donner leur chance. Et puis, naturellement, ça ne va pas. Et ils avaient raison, mais ils s'en aperçoivent trop tard. Il y a quelque chose là qui est
propre aux gens doués. Ça, je suis toujours étonnée quand je les entends parler, quand ils parlent des choses, des événements, des gens. Il y a une perspicacité et aussi dans l'enchaînement des événements, ils voient les choses avec une lucidité qui m'étonne chaque fois, parce que parfois, ils sont quand même mal en point, quand même un peu cabossés, pas reconnus, enfin, tout ce qui a été mentionné, et il y a quand même cette lucidité qui reste. Alors évidemment, cette qualité ne s'acquiert pas. Elle est complètement innée, elle ne s'acquiert pas. Plus ou moins grande, mais elle ne peut pas, on a beau faire tous les exercices, il n'y a rien à faire. Alors, ça dure, le conditionnement politiquement correct, enfin je dis ça pour résumer, hein, pour faire court, commence très tôt. On s'en aperçoit au WIS qu'il y a un item qui s'appelle compréhension des situations. On pose des questions concernant la vie courante et on demande aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire. Et eh bien, ils ne savent pas répondre parce qu'ils recherchent ce qu'ils devraient dire, ce qu'on attend de la part d'un enfant de leur âge. Et ils ne trouvent pas, ils se disent, si moi je réponds spontanément, on va s'étonner, on va se moquer de moi, on ne va pas comprendre ce que je dis, donc je ne dis pas. Et ils disent qu'ils ne savent pas, ils cherchent. Mais alors maintenant, ils ont une solution depuis quelques années déjà. Ils se réfugient dans l'écologie, ils disent ça pollue la planète, quelle que soit la question, hein, ça n'a aucune importance. C'est pas bon pour la Terre, ça pollue la planète. Et ça n'a aucune importance, mais là, ils sont dans la norme, ils sont pour l'écologie, ils sont dans la norme, bravo. Mais ils ne sont pas du tout, ils n'y croient pas eux-mêmes. Mais le formatage commence tôt. Hein. Il faut vraiment faire attention. Ça commence très très tôt pour modeler la pensée des gens. Et quand même, le langage finit par influencer la pensée. On a beau dire, quand la façon de parler, la façon de définir les choses, on dit que d'abord il y a la pensée après le langage, mais l'inverse est vrai après. La façon de parler, de voir les choses, les mots qu'on utilise, c'est ce que les politiques connaissent très bien, ou ceux qui manient les foules connaissent très bien. Les mots ont un impact plus ou moins grand. Et ça commence très tôt. Et les gens doués, en général, ne se font pas avoir, ils résistent. Ils ne peuvent pas être sensibles à des arguments de mauvaise foi, ou des choses comme ça. Ils résistent. Mais parfois, ça demande un effort. Et donc, quand je dis que les enfants ont cette perspicacité, que les gens mauvais se hérissent, c'est parce que pour eux, ils ont conscience du mal absolu. Ils ont été bercés avec des histoires où il y a des ogres qui stockent des enfants pour les manger, où il y en a d'autres qui les attirent avec des palais en friandises pour mieux les manger. Il y a des belles-mères, des sorcières qui tuent les filles jolies, gentilles, intelligentes. Elles les tuent sans aucun état d'âme. Donc, ils sont bercés, des parents qui abandonnent leurs enfants. Donc, ils sont bercés avec ces histoires qu'on leur raconte et qu'ils connaissent par cœur. Et si bien qu'ils l'appliquent à la réalité. Et par exemple, si quelqu'un leur en veut, ou si quelqu'un veut leur famille, enfin, si quelqu'un est fâché contre eux, ils pensent qu'on va les tuer, mais ils le pensent sincèrement. Ils n'ont pas de recul, ils ne se disent pas, ça ne se fait pas, c'est dangereux. Non, ils pensent vraiment qu'on va les tuer. Baignent là-dedans. Pourquoi ils ne penseraient pas qu'on va les tuer? Alors les adultes se raisonnent, même s'ils pensent que quelqu'un veut les tuer, ils se raisonnent en disant ça coûte cher, c'est dangereux. Donc, ils se raisonnent, mais c'est instinctif. Si quelqu'un vous gêne, vous avez qu'une envie. Et pour les enfants, il n'y a pas se raisonner. Quoi. Ça passe comme ça. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'ils perçoivent le cœur des sentiments, ce qui est au cœur, au fond du sentiment. S'il y a une colère ou une jalousie, il y a un noyau qui est très, très nocif. Et ça, ils le perçoivent. Après, on le perd. On a tort de le perdre. Et c'est malheureusement ce qui arrive aussi, cette histoire de penser qu'on peut être tué dans les cas de harcèlement. On a beau raconter ce qu'on veut dans des vidéos, mais c'est les enfants doués qui se font harceler. Les 3/4 du temps, ce sont eux qui se font harceler. Et ils se sentent déjà différents. On leur accentue cette différence en leur renvoyant une image, tu es nul, etc. Et en plus, on les menace. On leur dit, tu vas voir en bas de chez toi, tu vas voir dans la rue à côté, tu vas voir.
Et ils pensent donc sincèrement qu'on va les tuer. Ils en sont persuadés. Et parfois, plutôt que de vivre dans le suspense, eh bien, ils préfèrent prendre la décision eux-mêmes plutôt que d'attendre d'être assommés au coin d'une rue. Et il vaut mieux pas, il faut être très attentif. Et l'école, je trouve, n'est pas très, très attentive dans ces cas-là. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est le cours normal. Je ne vaux rien, je suis nulle, on me dit que je suis nulle. C'est sûrement vrai, de toute façon, je ne suis pas comme les autres. Donc, autant que je débarrasse, je ne vaux rien, personne n'a besoin de moi. Alors, parfois, ils sont un peu arrêtés parce qu'ils disent ça va faire de la peine à mes parents, mais parfois, ils disent de toute façon, si je suis nulle, mes parents se diront peut-être bon débarras. Alors, quand je dis que c'est complètement instinctif, ça ne s'acquiert pas, on enseigne quand même des choses. Ne serait-ce que dans les écoles de vente, on enseigne des trucs qui remplacent. Un bon vendeur n'a absolument pas besoin de connaître ces trucs. Il perçoit son client, il sait quels sont les arguments qu'ils vont porter, et ça fonctionne très bien. Tandis que dans les écoles, on dit voilà, si les gens croisent les bras, croisent les mains, croisent les pouces, emploient telle formule, c'est comme ça qu'il faut faire, une espèce de mode d'emploi qui marche plus ou moins. Malheureusement, dans certaines écoles, on enseigne des thérapies, enfin certains modes de thérapie, des techniques, comme l'a mentionné Monique de Kermadec, là où on enseigne ce genre de choses, c'est pareil. On enseigne des techniques. Il y a une feuille de route et si les gens s'en écartent, mais vous n'avez pas suivi le protocole normal, ça ne va pas. Alors qu'on est toujours guidé, dans un entretien, on est toujours guidé par ce que les gens disent, par la façon dont ils le disent, par les mots qu'ils emploient. Et l'approche n'est certainement pas une approche comme ça technique. Alors, j'avais, il y a très longtemps bien sûr, j'avais suivi les séminaires de Dolto sur les dessins d'enfants. Je sais pas, je pense que vous en avez, enfin François Dolto vous connaissez sûrement, mais elle faisait des séminaires. Alors après c'est devenu un peu protocolaire, mais les premiers c'était dans une toute petite salle, parce que son mari avait une école de kiné, c'est une toute petite salle où il n'y avait pas beaucoup de monde, et on apportait des dessins, on racontait succinctement l'histoire de l'enfant, et elle parlait. Et là, il était très net que justement, elle ne donnait pas elle donnait une approche, une nouvelle approche, un mode on regardait le dessin sous un certain angle en fonction de l'histoire de l'enfant. Et on pouvait voir des choses. Mais il n'y avait pas ça veut dire ça. Alors évidemment, il y avait des choses classiques. La fumée, c'est la pensée de la pensée. La fumée qui s'échappe de la maison, c'est la pensée, des choses comme ça. Quelques petites choses. Mais l'ensemble, elle pouvait, sur un dessin, sur deux dessins presque semblables, dire des choses totalement différentes. Parce que ça fonctionnait par un ressenti total. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder et auquel surtout, il faut se fier, toujours. Alors, pour tous ces gens qui... ça ne tiendra jamais. Tous ces gens qui veulent... On dit que les gens doués veulent être aimés. Donc, je dis que très souvent, enfin, ils perçoivent tellement l'agressivité des gens qu'ils peuvent penser que c'est fatal, ça va leur être fatal. Ils ont l'impression qu'ils veulent être aimés, mais on dit ça, bon, ils veulent être aimés, mais je crois qu'ils ne veut pas être aimé. Mais aussi, ce qui prime, c'est qu'ils ne supportent pas le conflit. Pour eux, le conflit, c'est le désordre, c'est insupportable, ils privilégient l'harmonie, donc ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour privilégier cette harmonie. L'harmonie, c'est propice à l'étude, à la conversation, à la découverte du savoir, au bonheur de goûter les choses, tandis que le conflit, il y a des gens qui vivent dans le conflit, c'est terrible. Le conflit, c'est stérile, c'est la colère, et la colère, c'est épouvantable. Et avec la sensibilité, on supporte encore moins le conflit, encore moins la colère. Et quand l'atmosphère est propice, alors là, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, et le meilleur d'eux-mêmes, c'est vraiment beaucoup. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui peut gêner, on en a un petit peu parlé ce matin, un peu effleuré, c'est que c'est très difficile pour quelqu'un doué d'être en compétition, parce que la compétition, ça veut dire être meilleur que les autres, ça veut dire en gros leur marcher sur la tête. Et en même temps, ils ne savent pas se vendre. Se vendre, c'est être vantard, c'est
montrer qu'on est meilleur que tout le monde, c'est faire étalage de ses qualités. Et ça, pour des gens qui doutent toujours plus ou moins, ce n'est pas possible. C'est très difficile. C'est un reproche qu'on fait. Il y a des coachs qui reprochent à des gens doués, mais vous ne savez pas vous vendre. C'est le reproche principal qu'on leur fait et ça n'est pas possible. Parce que se vendre, ça veut dire que les autres sont nuls. Et ça, c'est très difficile. C'est difficile de faire du mal aux autres. Faire du mal aux autres, c'est comme se détruire soi-même. Il y a des choses que les gens doués ne peuvent pas faire. Il y a des enfants, par exemple, qui pleurent. Ils ont gagné un match de tennis et ils pleurent en pensant au perdant parce qu'ils pensent que le perdant est très, très malheureux. Et ça paraît... Et c'est cohérent hein, quand on les comprend. Ne pas pouvoir dire qu'on est meilleur que les autres, ne pas s'affliger pour celui qui a perdu, c'est un tout, hein, c'est un ensemble. Il y a quelque chose aussi qui a été effleuré ce matin, mais ça va être tout le temps. Hein. Quand il capte les émotions, bon, il capte beaucoup de choses. J'ai parlé des bébés, mais après, toujours, il capte tout ce qui se passe autour d'eux. Et quand ils sont dans une assemblée, une société, par exemple à une soirée, ils captent tout ce qui est la colère, la tristesse, en fait, toutes les émotions que les gens ressentent, ça les épuise. Ils ont besoin après de se récupérer, ils ont besoin d'être seuls, ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes, de se reconstruire, de se reconstituer. Et comme déjà ils se sentent un peu différents des autres, on dit qu'ils sont autistes. Et s'ils sont vraiment doués, on dit qu'ils sont Asperger. Mais je pense que tous les gens doués qui ont cette hypersensibilité, et comme ça aux émotions, aux sentiments des gens, ont besoin de moments de solitude. Sinon, ils se dispersent, ils ont l'impression de se morceler. Et quand ils sont dans une société où il y a trop de monde, c'est un maelstrom d'émotions. C'est quelque chose qui est comme une tempête. Non, maelstrom est le mot qui convient. Mais pour autant, ils ne sont pas gignards. On oublie qu'il y a la logique, la structure de la logique qui est immuable, intangible, solide. C'est l'armature de la pensée. Même dans la pire des situations, il garde cette logique qui est magnifique. La sensibilité, c'est la chair, c'est ce qui habille cette logique, c'est ce qui lui donne de l'éclat. Mais au départ, il y a la logique. Et la logique, elle, reste dans tous les cas. Et quand des gens se rencontrent, quand des gens doués se rencontrent, ils se reconnaissent, même s'il n'y a pas eu de test, même s'ils ne disent pas « tiens, il est doué », non, pas du tout. Ils se reconnaissent parce que d'une part, il y a la logique, avec cette rapidité de pensée, avec cette fulgurance de la pensée, ils suivent. Vous avez eu des exemples ce matin de cette rapidité dans la façon de réfléchir. Et il y a aussi la sensibilité, le ressenti. Donc, la correspondance se fait, ça s'établit tout de suite. L'entente s'établit tout de suite. C'est quelque chose, c'est pas seulement l'amour, hein, c'est en amitié, c'est comme ça, des gens qu'on peut rencontrer. Ça s'établit tout de suite parce qu'il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas... Le langage est vrai. Comme tout à l'heure, je disais, le langage peut fausser la pensée. Là, quand les gens se sentent en confiance, le langage est vrai, l'expression de la pensée est vraie, et ça fonctionne très très bien. Et c'est presque miraculeux, il faut toujours préserver ça. Parce qu'on parle de l'empathie, bien sûr, c'était sous-jacent depuis le début, ces qualités d'empathie, je dis souffrir pour les autres qui ont perdu, et la générosité de cœur qui va de pair avec cette empathie et avec le fait de ne pas supporter que les gens souffrent. Et au travail, c'est très mal interprété. On pense qu'ils veulent se placer, ils veulent se faire bien voir, qu'ils font du zèle, qu'ils attendent un service en retour, mais pas du tout qu'ils ont eu besoin, ils ont ressenti le besoin d'aider quelqu'un qui était dans l'embarras et qu'eux pouvaient faire quelque chose, donc spontanément, ils l'ont fait. Et avec cette empathie, ce besoin de justice, on dit, on coche les cases, sens de la justice. Pourquoi? Mais c'est parce que l'injustice, c'est comme les conflits, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la guerre, ça bascule, c'est n'importe quoi, tout peut arriver, on ne maîtrise plus rien. Et je vois plusieurs avocats, j'ai rencontré plusieurs avocats. Les avocats viennent souvent consulter, ils sont en général très intelligents et ils ont besoin de consulter ou bien
pour leurs enfants, pour des tests. Et ils sont un certain nombre à me dire qu'ils ont du mal à se faire payer. Parce qu'ils ont tellement l'impression qu'ils sont là, ils ont choisi ce métier non pas pour défendre des criminels, mais pour défendre la veuve et l'orphelin et pour les opprimer, enfin pour défendre des gens qui n'auront pas les moyens techniques ou les moyens culturels de se défendre. Eux ont cet instrument qui est le droit, qu'ils savent manier à la perfection, mais comme ça correspond à leur caractère généreux et chevaleresque, on pourrait dire, ils oublient de se faire payer. Mais j'en ai plusieurs qui m'ont dit ça en disant « mais ça, c'est un défaut, c'est embêtant ». Alors quand je parle de cette... quand je dis que c'est par le sens de la justice, c'est aussi parce que c'est l'ordre, j'avais trouvé une étude qui était citée, une étude au Canada. Alors, ce n'est pas tout à fait récent, mais c'était cité dans un journal qui date de 2014. Et c'était, je vous le lis, c'est plus simple. Le sens de la justice est guidé par la raison et non par l'émotion. C'est en scrutant par IRM le cerveau de personnes confrontées à des vidéos mettant en scène le bien et le mal, l'équité et l'injustice, que le neuropsychologue Jean Decetti, ça s'écrit D-E-C-E-T-Y, de l'Université de Chicago, est parvenu à cette conclusion. Les aires de la raison s'activent beaucoup plus chez celles qui considèrent la justice comme une valeur forte au détriment de leurs aires émotionnelles. Contrairement aux idées reçues, les personnes investies dans les ONG, à but caritatif, seraient donc bien plus rationnelles que sentimentales. Et c'est vrai que dans les ONG, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir, beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui ont un certain savoir-faire qui peut permettre d'aller travailler dans l'humanitaire. Il y en a énormément. Ce sont en général des gens doués qui peuvent se faire avoir d'ailleurs. Donc la générosité est pas souvent bien comprise. Alors j'avais aussi prévu de parler des pervers, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que les gens doués sont des proies rêvées, parce que d'abord, ils n'imaginent pas que la perversité puisse exister. Ils n'imaginent pas que quelqu'un puisse être à ce point dépourvu de sensibilité, justement. Et je dis, le logiciel n'est pas installé. Le logiciel de la sensibilité n'est pas installé. C'est-à-dire qu'ils vont leur chemin, si quelqu'un les gêne, ils écartent comme on écarte une branche. Quand on marche dans la campagne, une branche gêne, on écarte, on continue son chemin. Là, ils n'ont absolument aucun état d'âme, ils peuvent utiliser des gens, les jeter s'ils n'en ont plus besoin, mais ça leur est complètement égal, comme nous, on jetterait un caillou ou on écarte la branche. Enfin, il n'y a pas ce qu'ils savent. Alors, évidemment, ils sont très intelligents, mais très intelligents avec cette lacune-là, énorme. Mais ils savent endosser parfaitement les habits du rôle qu'ils veulent se donner. Ils peuvent être le DRH magnifique, qui ont fait toute confiance parce qu'il a un jugement sûr, on peut être le chef de service qui sait parfaitement organiser son bureau, ou l'amoureux transi qui est prêt à tout pour satisfaire sa belle. Ou alors, à l'inverse, il y a aussi des gens qui se mettent dans une position de victime et qui éveillent l'esprit chevaleresque de la personne douée, qui volent au secours de la victime, et ensuite ils sont ligotés et c'est fini. Mais il y a aussi cette technique-là de se plaindre, de se mettre dans une position de pauvre victime accablée par un sort cruel. Donc il faut absolument venir à son secours. Et c'est vrai que les gens doués s'en sortent. Ils ont cette force, ils ont cette capacité à se reprendre. Et puis la raison, tout d'un coup, ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est très difficile parce qu'on a joué justement sur leur générosité, sur leur désir de venir en aide, sur quelque chose, sur les sentiments, mais les sentiments dans ce qu'ils ont de plus... Alors, je n'ose plus trop parler de résilience parce qu'on en parle tout le temps, mais c'est ça quand même. Et c'est vrai que les gens doués savent très bien se débrouiller. Alors, on demande comment se défendre. Ça, c'est la question la plus souvent posée. Comment se défendre? On en a parlé ce matin. Je partage assez l'avis de Monique que les techniques sont justes, ça peut servir. MDR, moi, je préconise ça quand il y a un choc, un vrai choc, c'est-à-dire un arrêt sur image. Quelque chose s'est passé, il y a un arrêt sur image, les gens ne peuvent pas dépasser. Un choc, un accident. J'ai une amie qui a eu un accident de voiture, quelqu'un qui a pris l'autoroute à contresens, et elle voyait tout le temps la voiture qui venait sur elle. Surtout que l'autre, la personne est morte.
pas elle, était très blessée, mais donc c'est vraiment un arrêt sur image. Et ça, je pense que MDR, c'est moins invasif, c'est pas vraiment, on rentre pas dans le cerveau des gens, on arrive à désamorcer ce circuit comme ça qui tourne en boucle. Sinon, je préconise, alors les thérapies, oui, on monte, mais enfin ça prend du temps, tout le monde ne peut pas. Moi, je préconise là depuis quelque temps, mais je le dis chaque fois, les sports de combat, parce que c'est la maîtrise des émotions, c'est se situer par rapport aux gens, c'est anticiper ce que les gens vont faire, c'est savoir où on en est. Et il y a aussi, comme les sports de combat sont asiatiques en général, il y a le sens de l'honneur aussi. Il y a des règles très strictes, des lois qu'on ne pourra jamais changer. Donc c'est rassurant, c'est bien cadré et l'honneur est préservé. Je crois que c'est important. Je préconise ça. Donc maintenant, si on passe à il y a le côté créativité. Alors, tout le monde a une créativité. De toute façon, tout le monde a des qualités. Je dis ce matin, je fais des tests pour des enfants. Il m'arrive aussi de voir des enfants qui sont de l'autre côté de la courbe, et les parents pensent que je saurais peut-être trouver quelque chose. Et de fait, tous les enfants ont une richesse. Tous les enfants ont, et ça reste à l'âge adulte bien sûr, mais tous les enfants ont quelque chose, un don particulier. Ça peut être un don qui est étouffé, auquel on ne songe pas, étant donné qu'intellectuellement, ils ne sont pas très... on ne pense pas qu'ils puissent avoir un don. Mais ils en ont tous un. Et là, c'est l'avantage du test, c'est de pouvoir déceler. Ça donne une indication, ça donne une orientation. Et curieusement, ce sont ces parents-là qui me remercient le plus. Parce que j'ai porté un autre éclairage. Tous les enfants ont une richesse, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Et richesse qu'on conserve à l'âge adulte. Mais quand elle est sous forme de don, alors là, c'est un vrai don, ça c'est fantastique. Et les gens doués ont souvent un don en plus, un don artistique. Ils sont... alors il y a tout, et là, ils lui confèrent quelque chose de particulier, parce que leur sensibilité touche notre sensibilité. Ça se passe comme ça. Ils mettent, quand vous êtes touché par une œuvre, ça peut être un tableau. Si vous restez, vous pouvez vous abîmer dans la contemplation de la beauté absolue en regardant un tableau. D'ailleurs, dans les musées, il y a parfois des banquettes devant le tableau, le chef-d'œuvre que tout le monde veut voir. Il y a une banquette pour qu'on puisse l'admirer à loisir. On se perd dans cette contemplation. Il y aura toujours quelque chose à voir, à découvrir. La musique aussi, une musique composée, enfin, par exemple, un pianiste virtuose, s'il n'est que virtuose, ça ne nous touche pas. S'il met toute son âme dans son jeu, ça nous touche. Les cantatrices, il y en a qui arrachent des larmes rien qu'en chantant, parce qu'elles mettent leur âme là-dedans, elles mettent leur cœur. D'ailleurs, j'avais écrit quelque chose sur les enfants doués, je conseillais de faire de la musique, parce que je disais, là, au moins, ils peuvent y mettre toute leur sensibilité sans qu'on se moque d'eux. Alors que sinon, quand ils racontent des choses, ils pleurent un peu. Enfin. Et alors, vraiment, au début, c'était la sensibilité. Par exemple, en photo, les gens captent l'âme du paysage ou des gens, pas seulement des gens, mais du paysage, du pays. Il y a quelque chose qui passe. C'est vrai pour les films. Les films qui font pleurer, en général, ils ont été faits par des gens assez doués. C'est vrai pour les romans qui vous emportent, qui vous entraînent, vous êtes dedans, vous ne savez plus où est la réalité. Ce sont aussi des gens doués. Heureusement qu'il y a des gens doués. Même ceux qui font la mode, ils captent quelque chose et ils créent. Et chaque fois, notre sensibilité est touchée. Il s'adresse directement à la sensibilité. Alors, si c'est trop cérébral, ça ne nous touche pas. Une musique trop cérébrale, des poèmes qui sont un peu abscons, ça ne nous touche pas. Alors que la poésie, il y a des gens qui disent, mais en lisant ce poème, j'ai été bouleversée, en entendant quelque chose, j'étais bouleversée. Quand c'est trop cérébral, on n'est pas du tout bouleversé. Et il y a cette sensibilité-là, alliée au don intellectuel, donne une richesse infinie. Il y a toujours quelque chose derrière. On n'a jamais été jusqu'au bout de ces possibilités, on n'a jamais donné le plus,
il y a toujours quelque chose derrière. Quand je vois des enfants comme ça, on n'arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours, on peut pas travailler une semaine sur un dossier, mais il y a toujours quelque chose qui échappe, qui est au-delà, qui a une profondeur. Et évidemment, il y a une frontière, il y a une fragilité. Par exemple, pour les acteurs, très nettement, les acteurs qui se donnent complètement dans leur rôle, ils se mettent en danger, ils se mettent en péril. Alors, j'avais parlé pour Mensa, VOV des Mensa, je ne sais plus, à Lyon, mais je crois que c'était 2009. Et Alain Bachung venait de mourir. Donc, il y avait plein d'articles concernant Alain Bachung et j'avais cité parce que on racontait bien qu'il passait des moments de création extraordinaires et d'autres où il plongeait. Alors, je ne sais pas s'il était bipolaire, je ne pense pas, enfin, on ne sait pas, bien sûr, mais il basculait, il plongeait. Mais les moments de création intense, c'était quand même très, très bien, puisque des années après, ça continue à être un chanteur dont on parle, avec des dégringolades comme ça. C'est cette fragilité, il y a une frontière. Mais quand c'est un don prodigieux, c'est vraiment pour donner le plus possible, pour le répandre, pour en répandre les bienfaits, les conséquences au plus grand nombre. C'est vraiment pour en faire bénéficier les gens, pour que tout le monde en profite. Et alors, une des voies, mais ça reste théorique, hein, c'est de récupérer ses émotions pour en faire une force. Ça peut arriver fortuitement pour des gens qui, par exemple, sont en colère. Et là, ils sont en colère, ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, il n'y a pas de barrage, ils disent la vérité, ils disent des choses complètement vraies qu'ils auraient contrôlées, mais en colère, ils ne contrôlent pas. Mais c'est tout à fait vrai ce qu'ils ont dit. Sous le coup d'une émotion forte, ils disent des choses vraies. Mais les émotions, je pense qu'on peut les récupérer en se concentrant, en ne se laissant pas emporter par ce torrent. Et après, justement, ce contrôle qu'on a pu exercer intense à diriger, si vous voulez, c'est comme de canaliser un torrent, enfin quelque chose comme ça canalise, ça dirige, et là, ça devient une force. Ça demande certainement des exercices, ça demande aussi de bien se connaître pour savoir quels sont les moments où on perd pied, qu'est-ce qui se passe, pourquoi à certains moments on part en vrille, ça peut être fortuit, enfin on peut avoir l'impression d'être surpris fortuitement. Ça se rattache à notre histoire. Et là, il faut savoir. Il n'y a pas, même dans les délires ça n'a rien à voir avec vous, mais je pense que même dans les délires de malades mentaux, il y a quelque chose à retrouver, il y a un fil directeur qui rattache à leur histoire. Donc je pense au cas extrême, mais pour les gens qui ont des petits troubles, les enfants qui ont des tics, des tocs, ça se rattache à leur histoire. Il ne faut pas traiter la chose pour elle-même, il faut resituer dans le contexte. Alors, arriver à situer dans son propre contexte quelles sont les émotions, quelles sont les circonstances où ça ne va plus, qu'est-ce que ça réveille, quel âge on a, est-ce qu'on se retrouve enfant, est-ce qu'on se retrouve dans une situation, tout d'un coup, on n'est plus l'adulte, on est l'enfant. Et c'est très frappant et c'est assez drôle quand vous voyez des gens âgés, par exemple un frère, une sœur, ou deux frères, deux sœurs, qui ont toujours été en rivalité. Ils sont âgés, hein, ils ont 60 ans et quelques. Tout d'un coup, ils se disputent parce qu'ils ont 5 ans. Et ils ont oublié qu'ils avaient toute leur vie derrière. Non, pas du tout, ça ressort comme ça. Quand on disait donner le QI, je pense qu'il vaut mieux pas, parce que ça réveille d'anciennes rivalités, des querelles d'enfants, loin, loin, loin. Même si on le dit à ses parents, les parents ça peut réveiller quelque chose, parce que même les parents ont eu un frère ou une sœur plus doué qu'eux. Enfin, ça réveille des quantités de choses. Il faut toujours trouver le contexte, son contexte à soi, son histoire à soi, pour savoir ce qui s'est passé. C'est une façon de récupérer ses forces et d'en faire quelque chose. Et avec cette force, ça permet de faire passer des messages, ça entre en résonance. Tous les messages qu'on peut faire passer par des livres, par tout ce que j'ai énuméré, ça rentre en résonance avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très précieux. Et je pense que les étincelles de génie ne viennent pas seulement de l'intelligence.
c'est presque réducteur. Il y a toujours quelque chose en plus qui peut être de l'ordre de la sensibilité, mais pour comprendre quelque chose de l'univers, il ne faut pas seulement avoir ce don intellectuel. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment quelque chose en plus. Et l'intelligence ne peut pas se suffire à elle-même. Et donc, il y a un dosage. Et c'est pour ça que cette sensibilité a ce rôle-là. L'hypersensibilité a le rôle de pondérer le dosage. Donc, intelligence et sensibilité, c'est un équilibre. Mais on peut comprendre des choses par la sensibilité, par ce ressenti. Alors qu'intellectuellement, on est très, très performant. Mais on peut être moins performant, mais ce ressenti marche très, très bien. Et ça, c'est possible. Et donc, il y a la passion aussi, dont les gens parlaient ce matin. Mais ce qui est le plus fort, c'est cet indescriptible ressenti que tout le monde peut avoir, et peut-être développer, et surtout savoir écouter. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Non, j'ai parlé une demi-heure. Hein.